Bonjour Valérie. Bonjour Katia. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une session d'investigation, la 15e. Donc je t'en parlerai quand Oui. tu seras entré en hypnose. Mm. Ça va, tu te sens bien? Oui, ça va. Bon, Oui. j'ai un peu froid, mais ça c'est normal parce que j'ai toujours froid de toute façon. Ouais, moi aussi. Ça va aller mieux au fur et à mesure, Oui, oui. je crois bien. Donc moi je vais te laisser te détendre et prendre quelques bonnes respirations et je vais faire pareil. Voilà, à partir de maintenant, tu peux sentir ton corps se détendre. Et je vais maintenant compter de 10 à 1. Et au fur et à mesure, tu vas t'enfoncer dans ton lit qui m'a l'air bien douillet. 10. Tu sens ton corps qui se relâche de plus en plus. À chaque respiration. 9. 8. Ton corps devient de plus en plus lourd. À chaque parole que je prononce. 7. 6. Et tu sens aussi cette lourdeur qui atteint toutes les parties de ton corps. Et cela te permet de t'enfoncer encore et encore. 5. 4. À partir de maintenant, n'importe quel bruit environnant t'aidera à t'enfoncer davantage. 3.
2 et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et quand je prononcerai le 3, tu te trouveras au 19 octobre 1923. Dans les studios de Disney. 1, 2 et 3. Oui. Comment te sens-tu? Ouais, ça va. Ça va? Je suis dans une pièce, là, j'ai plusieurs personnes qui sont autour d'une table. Très bien. Donc, le 19 octobre 1923, les studios Disney sont créés, enfin, est créé. Et son objectif est de réaliser des courts-métrages en accueillant différents designers. Est-ce que les personnes que tu perçois sont les différents designers? Oui. Oui. Très bien. Tu as devancé la petite introduction. Observe sur le plan physique quels étaient les objectifs des frères Disney, Walt et Roy Disney, pour être précis, au début de leur projet. De distraire. Vraiment, c'était le but premier, c'était la distraction. C'est et je dirais ensuite, c'était de pouvoir. J'entends déjà images subliminales, quoi, les messages subliminaux qui arrivent après par la suite. Ça a été rajouté après. Très Mais bien. le but premier, c'était de distraire les grands comme les petits. C'était vraiment destiné en premier aux enfants, mais c'était pour que les enfants y amènent aussi après les parents. D'accord. Est-ce que Walt Disney était-il inspiré? Je dirais qu'il avait un monde onirique qui était très riche. Et quand il était enfant, ce que je vois, c'est que il débordait d'imagination aussi, il s'inventait des histoires. Et il aimait faire vivre tous ces personnages dans sa vie de tous les jours. Et finalement, en grandissant, il n'a pas perdu cette aspiration, je dirais. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, tout cela venait de ses rêves et de son imaginaire. Mm, mm. Donc, ça répond aussi à la question suivante, hein. Donc, si oui, comment ces inspirations arrivaient-elles? Oui, donc oui, Tu as c'est ça. d'autres Ouais. choses à dire ou ça se Non, complète, hein? Ça se c'était complète. vraiment, ouais, c'était vraiment ça. D'accord. Walt Disney est décédé le 15 décembre 1966. Va au moment de sa mort. Ouais, je Observe, vois. Mm. observe ce moment du point de vue énergétique. Que perçois-tu? Moi, ce que je vois, alors je le vois vraiment à l'instant de sa mort. Il est, euh, il est sur un lit et quoi, il est allongé et quelques temps après, je le vois, il est dans un costume gris rayé blanc et je le vois, il se regarde.
il est sorti de son corps et il se regarde. Il y a comme une espèce de nostalgie en lui. Mhm. C'est ce que je ressens en tout cas à ce moment-là. Et je dirais quelque part, il est triste que cette aventure-là se termine, je dirais. Mais en même temps, il y a une certaine satisfaction d'avoir pu faire passer énormément de messages dans toutes ces histoires qu'il a créées, en fait. Très bien. Peux-tu me dire de quelle partie de son corps il sort? Moi, je le vois sortir vraiment par-dessus, comme si il sort d'abord la tête. Ce que je vois, il sort d'abord la tête. Je vois, et puis après, il sort comme si son enveloppe était vraiment allongée, que lui, il s'assoit et après, il se lève et il part. Il part, mais pas loin, il reste à côté quand même. Il se regarde d'abord, il observe, il se regarde. Donc c'est d'abord la tête, en fait, qui D'accord. sort. Vers où se dirige sa partie énergétique? Alors ce que je vois, je vois comme une espèce de tunnel qui est assez sombre. Euh, Ça ressemble à comme un tunnel dans une grotte un peu. Ce sont des parois qui sont semblables à de la terre en fait. Et je le vois, il se dirige vers cet endroit. Ok. Est-ce que tu veux bien te connecter avec lui par télépathie et Mhm. lui demander s'il veut bien nous parler? Il me dit que oui, il veut bien nous parler. Oui, À cet instant-là, en tout cas. à cet instant. Ouais. Où il est quand il est prêt à rentrer dans ce tunnel. D'accord. Donc je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous pourrez commencer à discuter. D'accord. 1, 2 et 3. Oui, quand je le vois là, je suis en face de lui Très bien. et Donc, j'attends la question en fait. J'attends la d'accord. question. Mm. Donc la question c'est, en 1928, tu as commencé à travailler avec Hub ou Youb, je ne sais pas, c'est UB, Iwerks, ton associé. Vous avez créé Mickey Mouse. Pourquoi avez-vous choisi une souris? Alors ce qu'il me dit, c'est que une souris, comment dire, c'est mignon quoi. C'est vraiment mignon et en même temps c'est malin. C'est ce qui revenait en premier, c'était le fait que ça soit très malin et que ça puisse se faufiler sans être vu aussi. Et en même temps, ça a amené ces messages qu'il vraiment voulait délivrer. Cette petite souris, les enfants aussi, ça se rapportait à la souris. On met la dent sous l'oreiller et que les enfants, pour eux, c'était une image qui était gentille, quoi. C'était vraiment un animal qui apportait des cadeaux ou des bonbons. Et pour eux, ça se rapportait aussi à ça. Très bien. Donc, je dirais, dans l'inconscient des enfants, c'était quelque chose de gentil, de mignon, de rigolo et en même temps de très, très futé, très malin.
Ok. Ensuite, dans ton premier court-métrage, Mickey était à la barre d'un bateau qui était contre tous en mer. Quel message voulait être transmis aux enfants qui l'ont regardé et le regardent encore aujourd'hui? C'est que peu importe ce qu'on veut, ce qu'on est et ce qu'on désire, et peu importe, il y a une espèce de joie dans. Je vois la scène, quoi. Je connais pas trop, hein, mais je vois une scène où il est joyeux et ce Mickey, et il est dans ce bateau. Et c'était pour faire passer le message que peu importe ses rêves, peu importe ce qu'on a envie de faire, peu importe et peu importe ce qui se passe, eh bien il faut y aller, quoi. Il faut avancer, il faut y croire. Voilà, c'était ça le symbole de ce dessin, quoi, ce court métrage. Ok, très bien. Ensuite, en 1930, tu sortiras la première bande dessinée de Mickey Mouse. Existe-t-il des différences par rapport au court-métrage? Et ce qu'il me dit, c'est que oui, en fait, c'était un complément parce qu'il fallait que les supports se varient à cette époque-là. C'est-à-dire que pour atteindre encore plus de personnes. Le but, c'était de faire amener les lecteurs au cinéma aussi, de ramener le public au cinéma. Ça, je dirais, c'était quelque chose de plus commercial quelque part, hein, où à l'époque, les BD étaient beaucoup plus distribués, je dirais, étaient plus accessibles. Et du coup, par là même, il pouvait ramener des personnes. Excuse-moi. Ah, tes souhaits. Merci. Ok, Donc, très bien. là, c'était vraiment un but commercial plus. Oui. Y a-t-il des objectifs ou des messages différents que tu voulais transmettre par rapport au court-métrage? Alors, ce que j'ai, c'est que la BD, ce qui était intéressant, c'est que c'était un support où la personne pouvait y revenir encore et vraiment s'imprégner un peu plus. Et le message, alors là, c'est bizarre parce qu'il me dit que il y avait un certain état d'être à avoir en fait qui transmettait dans ces BD. Et, euh, et du coup, euh, il voulait quoi? Pour lui, c'était plus facile parce que quoi? Plus facile. Ça imprimait mieux, on pouvait y revenir et le message était vraiment inscrit, quoi, était plus transmis, je dirais, quelque part. Mhm. Oui, ça restait écrit. Ouais, ouais, c'est ça, et on pouvait y revenir encore et encore, Mhm. et du coup, ça avait plus de poids, en fait, dans les messages. Et les messages étaient vraiment une espèce de ligne de conduite comme s'il y avait un formatage de lettres, tu vois, quelque part. C'est ce que j'ai là, ce qu'il me Mhm. dit. Ok. Aux côtés de Mickey Mouse, tu mettras une petite amie, Minnie, dont le nom complet est Minerva. Y a-t-il une raison particulière au choix de ce prénom? Oui ou non? Il dit que oui parce que c'est quelqu'un qu'il a connu.
C'est une femme, hein, je la vois, quand il me l'a fait voir, là, c'est une femme, je la vois avec une robe décolletée, dos nu même. Et c'est une robe de soirée, j'ai l'impression que c'est une robe de soirée. Et que cette femme, pour lui, était inspirante. Et c'est comme un hommage, en fait, à cette femme. D'accord. Donc là, tu réponds à la question suivante, hein, si oui, laquelle? Oui, Donc c'est donc quelqu'un qui l'a oui, connu, c'est quelqu'un qui l'a en effet. connu en fait, ouais, une femme. Alors je sais pas si c'est quelqu'un avec qui il a été intime, mais en tout cas c'est quelqu'un qui lui était inspirante. D'accord, Mm. très bien. Ensuite, pourquoi as-tu voulu donner une petite amie à Mickey? Ben, parce que à l'époque il y avait cette image de la famille, c'était très présent, surtout chez les Américains. C'était aussi comment dire l'image de la réussite, hein. Quelque part, il fallait réussir sa vie en tant qu'homme ou en tant que femme. Et après, quoi, c'était surtout en tant qu'homme, hein, à cette époque-là. Et après, il y avait le mariage, on fonde une famille, quoi. Vraiment, c'était comme s'il y avait un canevas à respecter, en fait, dans le fait de pour réussir, quoi, sa vie, tout simplement. Et ça, il voulait vraiment l'inculquer quelque part aussi dans ses histoires. Oui, ça rejoint un peu ce que tu disais quelques questions plus Mm, haut, ouais, mm, mm. en effet. En 1931, tu as défini les traits de Pluto, le chien de Mickey. Pourquoi avoir choisi ce prénom? J'ai rien là. J'entends pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Mais en même temps, il y a, je sais pas, c'est en dessous, je vois quelque chose se reliant à la mythologie ou quelque chose comme ça en tout cas. C'est ce que je ressens. D'accord. Parce que ça m'emmène tout de suite vers quelque chose d'assez gigantesque et où je vois des faux dieux, quoi, ou des dieux, quoi, ce qu'on peut appeler des dieux ou des faux dieux, quoi, comme ça m'emmène par là, tout ce qui est mythologie, tout ça. Très bien. Avais-tu des objectifs lorsque tu as mis en place toute l'œuvre de travail à laquelle tu as donné ton nom? Alors, je dirais qu'au départ, ces objectifs étaient vraiment de distraire, mais après, c'est devenu quelque chose d'énorme. Et il fallait protéger ça, en fait. Euh, et en même temps, il voulait aussi montrer et démontrer qu'il avait réussi dans son œuvre. Parce que c'est vraiment une œuvre pour lui, en tout cas. Et le fait que tout porte son nom, ça devenait une marque, en fait. Et au niveau financier, je dirais, je sais pas, j'entends qui me dit c'est coté en bourse. Et c'est un poids, vraiment. C'est un poids, donc un pouvoir et une puissance aussi. D'accord, très bien. Je sais pas si j'ai répondu à la question par rapport à ce En qui était fait, c'est un dit, peu... mais... je vais te la relire et je vais te Mhm, lire la suivante. mhm. Tu me diras ce que tu ressens.
Avais-tu des objectifs lorsque tu as mis en place toute l'œuvre de travail à laquelle tu as donné ton nom? Si oui, quels objectifs? Oui, c'était ça, c'est de vraiment s'asseoir, c'est avoir ce pouvoir, cette puissance, je dirais, quelque part. C'était Mhm. vraiment le but. D'accord, moi je te lis la suivante. Et de distraire aussi, ça c'était le Ouais. but premier par contre. Oui, oui, ça c'est bien noté. Ça continue dans les objectifs. Donc, les objectifs que tu t'étais fixés avec ce projet d'entreprise ont-ils été atteints? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi ne l'ont-ils pas été? Alors il me dit oui, ça a été atteint, ça a même été au-delà de mes espérances au départ. Euh, D'ailleurs, c'est comme si lui, il avait été finalement victime de son propre succès dans un certain temps, quoi, dans une certaine mesure en tout cas, mais que, il a toujours très très bien géré les choses et il a toujours voulu encore aller plus loin et encore plus loin, toujours. Euh, c'est, c'est vraiment, il voulait monter un empire, quoi, vraiment, ça c'était son but, qui n'était pas le premier, mais c'était un de ses buts, oui. D'accord, Et aujourd'hui, il considère qu'il a vraiment réussi à monter cet empire. j'imagine. En ce moment même où je te parle, as-tu un corps physique sur la Terre? Alors, il me dit oui. Oui. Y a-t-il des secrets qui ont caractérisé ta vie et que tu voudrais partager avec nous? Il me dit non. Non. Il me dit non. Il fait quoi? Il me dit on a tous des secrets et des choses dont on n'est pas forcément fier aussi. Et des choses dont on est plus fier. Et ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est mon œuvre et uniquement mon œuvre. Parce que le personnage, quelque part, c'est pas lui qui est intéressant, quoi. C'est pas lui qui est important, en fait. C'est ce qu'il a accompli qui est intéressant et important. Mhm. Eh bien justement, à ce propos, as-tu un message à laisser pour ceux qui écouteront la séance, à ta multinationale ou à quelqu'un qui t'est cher? Alors, tu sais ce qu'il dit, arrêtez de faire du n'importe quoi parce que il y a des choses qui ont beaucoup dérivé et que lui, c'était pas son but. Quoi, c'était pas son but. Et donc, il dit qu'il est temps de retourner dans le droit chemin, c'est ce qu'il dit, parce que aujourd'hui, ce qu'il a créé en fait à l'origine, c'était bien sûr cet empire, mais aussi pour distraire, et qu'aujourd'hui, par contre, il y a eu des choses qui se sont instillées et qui pour lui ne sont pas du tout nécessaires et qu'il est temps aujourd'hui de retourner à cette essence même de ce qu'il a créé. Magnifique. Très bien, bah, écoute, si c'était sa réponse, soit. Ouais, Donc tu peux le remercier et le laisser partir. ouais, ça y est. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras complètement déconnecté de ce monsieur. Ok. 1, 2 et 3. Déconnecté. Ça y est, ouais. Tu te sens bien? Oui. Très bien, on continue. Observe le moment de la création de Mickey par Walt Disney et par son associé, donc, je ne sais pas si on prononce Yul, UB, ça s'écrit, Oui, oui. You, au, peut-être, oui. au niveau éthérique. Que perçois-tu?
Alors moi, ce que je perçois là, c'est il y a beaucoup. Alors je les vois en train de dessiner, quoi. Ils sont en train de fumer une cigarette et en même temps, ils ont les cheveux plaqués en arrière, gominés, tu sais, bien brillants, avec un petit pull à manches courtes, quoi, sans manches là. Et, et je les vois, ils sont en train de dessiner, quoi, et sur le plan éthérique. Je Oui. ressens beaucoup de joie de faire ça. Pour eux, il y a vraiment beaucoup de joie qui est à l'œuvre. Il y a vraiment beaucoup de joie dedans ça, en tout cas. C'est comme si il accouchait d'un enfant, tu sais, c'est ce que je reperçois. Quelque part, c'est vraiment son bébé et c'est le premier né en fait. Mhm. Et donc, il y porte un amour vraiment particulier. Il y a vraiment un lien d'amour entre ce personnage et Walt Disney lui-même. Ok. J'ai vraiment l'impression que ce personnage, il est vivant, tu vois. Comme lui le voit avec ses yeux, il est vivant, quoi. Vraiment. Oui, quand tu en parles, Mm. ça fait cet effet. Mm. Observe en parallèle le moment de la création de la bande dessinée sur le plan éthérique. Que perçois-tu? Alors, ce que je vois, c'est des choses qui se superposent. Alors c'est rigolo parce que je vois comme des bobines de films, mais qui se mettraient les unes sur les autres et qui se superposent. Et ce que je vois aussi, c'est ça laisse passer certaines informations. euh, je dirais au niveau éthérique et au niveau subliminal et au niveau mental aussi. Il y a, il y a un message, je dirais, il y a un message qui est assez noble dedans. Vraiment, il y a beaucoup de joie aussi. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joie. Mais je comprends pas pourquoi il y a toutes ces bobines là, qui se superposent les unes sur les autres. Je vois pas pourquoi je comprends pas en fait. Là. C'est peut-être de là que découlent ces messages, un petit peu plus Ouais, particuliers peut-être, que... peut-être qu'il y a du coup, je suis en train, oui, parce qu'en fait c'est ça, il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas, et celles qu'on ne voit pas parlent à notre cœur, j'entends instinct aussi à notre instinct. Oui. Ouais. Donc, sur le plan éthérique, il y a vraiment ces bobines qui sont les unes sur les autres, quoi, ces fines. Et, euh, et il y a vraiment ce que je vois, il y a des espèces de faisceaux de lumière qui traversent toutes ces bobines, et comme s'il y avait des messages qui sont plus profonds et moins profonds, en fait. Ça s'adresse à plusieurs niveaux de conscience, je Mhm. dirais ça comme ça. Waouh. Autre chose? Et tout ça, c'est... Non, après, je vois, c'est comme focus, en fait, dans une image. Voilà, c'est parce que j'avais pas la suite, en fait. D'accord. C'est que après, c'est focus dans une seule image. Et ce que je vois, Mhm. c'est, tu sais, le bout de la caméra, là, du Oui. projecteur, où il y a bah, l'image qui apparaît sur l'écran après. Voilà. Et sur cette image unique, tu as tout le message. Oui, oui, Des superpositions. oui, oui, oui. D'accord. De toutes ces superpositions, en fait, il y a le message, ouais, les messages qui Les sont messages. sur l'image. Ouais. Et ils avaient bien trouvé le truc.
de rajouter, parce qu'il y a une certaine vitesse, tu sais, ce qu'on appelle Oui. les images subliminales. Il y a, je sais plus, c'est 24, je sais plus si c'est 24 par seconde. Et là, ils savaient bien l'utiliser aussi. Mhm. Ouais, Oui, ok, en effet. ouais. Ensuite, tu vas aller dans une salle de projection au Mhm. cours du court-métrage dans lequel Mickey était à la barre d'un bateau. Mhm. Juste avant la projection, observe un enfant quelques secondes avant qu'il voie le court-métrage et dis-moi ce que tu perçois. Il est impatient. Ce que je vois, il y a un petit garçon là qui est avec ses parents, quoi. C'est sa maman, je la vois, elle a des gants. Elle a une robe, une super robe bleu ciel, avec un chapeau. Et c'est vraiment un événement, quoi. Il est, pour lui, pour cet enfant, en tout cas, il est impatient. Il est impatient de le voir. Je le vois, il y a une espèce d'excitation intérieure parce que fallait se tenir, c'est ce que je vois, fallait qu'il se tienne, quoi, qu'il se tienne correctement. Mais il y avait une excitation en lui et une impatience Mhm. de voir ça, de voir ce dessin animé, je dirais, oui, Oui, oui. ce film. Mm. Et maintenant, observe le même enfant après avoir regardé le court-métrage et dis-moi ce que tu perçois. Tu sais, il y a quelque chose je dirais, c'est comme si ça avait emmené son esprit ailleurs, dans d'autres espaces. Euh, En même temps, ça fait appel à sa partie, à son rêve, mais en même temps, je dirais que ça le réduit dans son imagination aussi. Il y a Mhm. ces deux côtés-là. Et il y a vraiment une espèce d'identification au personnage aussi. Parce que il est joyeux, il est gentil, parce qu'il est brave, parce que voilà. Et ça, c'est des valeurs, ces valeurs-là, il les retient, cet enfant aussi. Mhm. Il y a Ok. vraiment une espèce d'identification au personnage, c'est ce que je vois, vraiment. Alors que ce personnage n'est pas humain, quoi, Ça, c'est puisque sûr, hein. voilà. Mais il y a une certaine identification. Et il y a aussi le fait que cet enfant, il y a comme un apaisement du coup d'avoir vu ce film, quoi. Et tu sais, ce qui me vient, c'est comme quelqu'un quand il est en manque de drogue, on lui donne de la drogue, le cerveau, tu sais, il libère des endorphines, Mhm. il libère tout ça. Bah là, j'ai aussi cette impression où ça lui a fait du bien, ça l'a apaisé, tout ça, ouais. J'ai ça aussi. C'est la notion de plaisir euh, par le fait de voir ce dessin animé. Oui. Libération d'endorphine, je dirais ça comme ça, quoi, en fait. Mhm. C'est clair. Par rapport aussi au fait de s'identifier et Oui, oui, d'avoir d'autres modèles oui, que complètement. son environnement aussi, ouais. C'est ça, mais D'accord. c'est vraiment l'identification. Elle est vraiment parce que en même temps, Ouais. c'est quelque chose d'extraordinaire à cette époque-là. Et bon, le cinéma, même si il y avait déjà des choses, quoi, c'était vraiment précurseur. Il y a que lui qui faisait Oui. ça, quoi. Et il y a, je dirais que tous les ingrédients sont réunis pour que les gens soient OK avec tout ça, quoi, en fait. Mhm. Et il y a une certaine
comme une dépendance, je dirais, où on en voit un, ben, on a envie de voir les autres, quoi. Parce que tout est fait pour que ce soit parfait, quoi, en gros, entre Ouais. guillemets. Que ça réponde à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mm, c'est ça, oui. Alors, je vais prendre. Tu as autre chose ou je continue? Non, là, c'est bon, tu peux C'est bon? continuer. Ouais. Alors, en 1932, Fred Spencer, en accord avec Walt Disney, dessine une série de planches de dessin intitulée Mickey Mouse Chapter, une série totalement inconnue dans la plus grande partie du monde, publiée dans un magazine maçonnique. De cette série, seulement 3 planches de dessin ont été récupérées. Dans la première, Mickey Mouse devient un maçon. Qu'y avait-il dans les autres planches de dessin qui ont disparu? Et pourquoi ces planches de dessin ont-elles disparu? En fait, ce que je vois, en effet, c'est qu'il y a l'évolution, comme l'évolution du personnage dans cette, je dirais, il gravit des échelons dans dans ces planches, dans ces différentes planches. Ce que je vois, c'est que en gros, il y a une espèce d'évolution mais qui le mène pas forcément, euh, je dirais, vers quelque chose qui soit bénéfique pour lui, quoi. C'est comme s'il y avait un dérivé, quoi. Il y a quelque chose qui le fait dériver dans son évolution de Mickey. Et ça, c'était trop, quoi. Le public n'était pas suffisamment averti, quoi. C'était pas la bonne époque, voilà, pour faire passer ce genre de message. Et ils ont disparu parce qu'ils ont été détruits. D'accord. Ces planches ont été détruites en fait parce que il fallait pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. Mais le message était là pour dénoncer certaines choses, certaines pratiques, je dirais, euh, une certaine évolution, voilà, je dirais aussi, de ce monde, de qui on est, de tout ça, quoi. Et le public n'était pas prêt pour accueillir ça. Et d'ailleurs, la bande dessinée en a été la preuve quelque part que le monde n'était pas prêt à ça et donc ça a été détruit. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à ce monsieur qui figure dans l'énoncé, monsieur Fred Spencer, avec qui Walt Disney était d'accord pour créer ces bandes, ou rien de particulier? Écoute, ce que je ressens, en tout cas, ce qui émane de lui, quoi, pour moi, c'est quelque chose qui me dérange. Son énergie, quoi, là, ce qui est dégagé me dérange. Il y a comme, c'est comme si lui forçait la main. Il voulait forcer la main, tu vois, à Mhm. Walt Disney. Walt Disney, de toute façon, non. C'est quoi, lui, non. Il- Ce que je voulais dire, c'est qu'il était, voilà, il prenait ses décisions et il allait jusqu'au bout de ce que lui voulait. Il se laissait pas Mhm. influencer, on va dire ça comme ça, quelque part. D'accord. Quoi, plus ou moins, je veux dire. D'accord, et donc ça a été pris comme une expérience. On peut dire ça? Ouais, c'était plus une expérience et qui n'a pas été concluante, en tout cas. Mhm. Très bien, je te remercie. Pourquoi dans cette bande dessinée ont-ils fait Mickey devenir... Ont-ils fait de... Attends, je recommence.
Mm, mm, mm. Pourquoi dans cette bande dessinée ont-ils fait Mickey devenir maçon? En fait, quand on dit ça, ça me fait penser à tout ce qui est maçonnique aussi. C'était vraiment quoi, une espèce de métaphore, hein. Mais en même temps, dans cette bande dessinée, c'était vraiment comme s'ils marchaient sur des œufs quand ils l'ont fait. Et du coup, c'était vraiment métaphorique quelque part. Mais encore une fois, le public n'était pas suffisamment averti, conscient, je dirais, pour recevoir les informations. Ouais, C'était pas le moment en fait. C'était pas le moment. ok. Mm. Donc ensuite, la question suivante, je la lis. Quel message subliminal a été délivré avec ces planches de dessin? Alors, l'image subliminale, c'était le fait que même si on était, je dirais, en bas de l'échelle sociale, quelque part, grâce à tout ce qui est maçonnique, hein, on pouvait devenir vraiment très grand et très puissant. C'était un peu l'idée. C'est-à-dire que c'était là aussi pour dire, bah voilà, il existe des organisations qui peuvent vous permettre de. Mais ceci, il y a des conditions aussi, hein, évidemment. C'est sous condition. Autre sujet, Ouais. carrément. De manière générale, les œuvres de Walt Disney comportent-elles des valeurs qui sont transmises? Si oui, lesquelles? La solidarité, la... que toujours ce que je veux dire, c'est que le gentil gagne quelque part. Le gentil gagne. Le gentil Oui. s'en sort tout le temps. En fait, celui qui est dans un certain moule, on va dire, qui a certaines Mhm. valeurs, voilà, s'en sort toujours. Alors les valeurs, c'était euh, comment dire, le respect. Il y avait aussi quelque part le fait de ne pas se plier à certaines exigences. Le fait aussi, c'est rigolo parce qu'à l'époque, les valeurs n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, quoi. Il y avait vraiment pas, c'était assez différent. Et en même temps, il y avait aussi un certain moule, fallait rester dans un certain moule. C'était Quand pour même. que fallait que les gens, quelque part, restent dans un certain moule, comme s'ils étaient un peu en mode machine, quoi. Il fallait correspondre, il fallait avoir réussi, il fallait la réussite sociale, la réussite familiale, il fallait être comment dire, bienveillant avec ses voisins, il fallait être socialement euh, aussi, comment dire, politiquement correct. Voilà, il y a tout ça. Et il y a toutes ces valeurs-là. Et en même temps, il y avait aussi l'amour, que l'amour pouvait triompher de tout. Mhm. Ça, c'était une valeur qui était énorme. Tu as autre chose? Non, après, là, je vois que c'était cet amour qui pouvait triompher de tout. Mais après, ce qui me vient, c'est quel amour était défini dans ces films, ouais, dans ces dessins animés. C'est quel était cet amour, en tout cas. C'est la question à se poser, peut-être. Pourquoi pas? Voilà. Après, Alors, je vais te poser la dernière question.
quel impact ces valeurs ont-elles sur le plan mental des enfants? En fait, je dirais quelque part, on nous fait croire qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir nous sauver aussi. Il y avait ça aussi. Euh, Quelqu'un qui va venir nous sauver, que le bien triomphe toujours, que du coup, ça minimise un peu le côté sombre, je dirais. Ça le rend presque plus acceptable. Je sais pas, c'est ce que Mhm. j'ai l'impression là. Que voilà. Et, et en même temps, ces dessins animés, c'est une espèce de monde parfait qui enlève, qui nous retire d'une certaine réalité aussi. Donc, quelque part, les enfants, bon, il y a des valeurs qui sont importantes, mais en même temps, ça les projette dans une vie parfaite aussi, et ce qu'on retrouve pas, ce qu'ils retrouvent pas forcément, et ça crée des souffrances, et ça peut créer des choses qui sont pas forcément positives en tout cas. Ouais. Ouais, ça dépend s'ils sont accompagnés, on va dire, ou pas quand ils regardent ce genre de choses, et parce qu'ils peuvent très bien le moindre truc, ils peuvent se réfugier dedans et se projeter dans ce monde-là, alors que le monde, c'est un monde imaginaire, quoi. C'est pas un monde réel. Ouais. Ok. Très bien. Bah, écoute, Mm. c'était la dernière question. Donc, pour ceux qui sont, quoi, après, juste que si je peux rajouter Oui, une bah vas-y, chose, vas-y. pour ceux qui sont vraiment très accros au Walt Disney, je dirais quelque part, c'est le risque, c'est de se déconnecter de sa vie réelle en fait, et de vivre en dehors de sa propre réalité. Voilà. C'est sûr qu'après ce que j'ai entendu, je perçois Mickey d'une toute Mm, autre façon. mm, mm. Je trouve Après, c'est vrai qu'au départ c'était noble, mais après ça a pris des. Voilà, ça a bifurqué. pas bifurqué, ouais. Comme souvent. Mm. Voilà. Très bien. Bon, moi, si tu n'as plus d'autres Non, ressentis, j'ai plus rien là. Non. très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Et je vais compter donc de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent en 2019, prête à poursuivre ton après-midi. 1, tu vas commencer par te déconnecter complètement de tout et de tous. Tout ce que tu as pu croiser, apercevoir, tout ce que tu as ressenti. Totalement déconnecté. 2, tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger. Tu te sens bien détendue, si légère. Et 1, tu peux ouvrir les yeux. Et bienvenue. Je remets mes lunettes parce que sinon Et je ne ouais, te vois plus. oui. Alors là, je vais les enlever parce que j'ai fini de lire. Bah écoute, je te remercie. C'était Merci à toi. fort intéressant, Ouais, c'était intéressant, Mickey ouais. Mouse. Mm.
Donc, je vais couper l'enregistrement Ok. et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi
quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte
tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi,
che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.